Rebonjour à tous. Pour la troisième partie, on va parler de la terre coulée. Donc terre coulée au sens de ce qu'on entend à Hamaco, parce que ça fait encore, disons, c'est encore sujet à débat au sein des gens qui travaillent avec ça, notamment au sein de l'ASTER, où une dénomination claire et précise est en cours d'établissement, même si Hamaco on s'est positionné là-dessus, et je vais vous présenter un peu ce qu'on entend par terre coulée. Donc déjà, pourquoi construire en terre coulée ? On connaît sur de la technique. Hein. On a vu les techniques de pisé et de bauge, que ce soit humide pour le pisé, préfabriqué, ou plastique pour la bauge. Le point commun, si je puis dire, avec la terre coulée, c'est que on est aussi sur du monolithique. Sauf que là, on vient le couler et le vibrer, et c'est l'état hydrique qui n'est pas le même. C'est utilisé pour faire des murs ou des sols, et la volonté c'est d'utiliser un peu en fait comme un béton. Je veux dire, les avantages des matériaux en terre crue, on les connaît, hein. On a gestion hygrométrique, confort, c'est un environnement sain, il y a un très faible impact carbone si c'est prélevé localement et qu'il y a peu de transport. On connaît aussi leurs inconvénients. On a une faible résistance mécanique en comparaison du béton de ciment, on a un coût élevé et un temps de mise en œuvre qui est long. Pardon. Du coup, la volonté en fait, de la terre coulée, c'est de réutiliser les techniques du béton de ciment pour notamment diminuer les coûts, diminuer du coup le temps de mise en œuvre, qui a pour conséquence une diminution des coûts, et enfin surtout que la technique soit appropriable par les entreprises généralistes. Je veux dire, demain quand on va voir du Bouygues ou du Vinci et qu'on leur dit on veut faire du pisé, ils savent pas faire. Donc l'idée c'est de leur dire, là on a un matériau que vous pouvez utiliser presque comme du béton, il suffit d'1 ou 2 jours de formation des ouvriers et puis c'est bon, ils savent faire. Pour la terre coulée, on est donc sur un mélange qui est visqueux, versé. Donc là on a par exemple de la terre coulée stabilisée donc, pour le projet de Manom, qui est une maison des associations. Et pour vous montrer un peu cette proximité avec la technique du béton de ciment, c'est qu'on a une mise en œuvre qui est rigoureusement la même. Le mélange a été préparé en centrale non loin de là, il est amené par toupie, coulé en banche. Là on voit que la fluidité, en général on vise du S2, S3, on est parfois un peu plus visqueux. Et après, à l'image d'un béton, c'est simplement vibré. On a une harasse qui est faite. Et 2 jours plus tard, on décoffre avec un rendu homogène et similaire à du béton de ciment classique. Donc là, il faut voir qu'on est sur de la terre stabilisée. Il y a 5% de ciment. Donc avant de vous dire vraiment ce que c'est la terre coulée, on va commencer par voir ce que n'est pas la terre coulée. En fait, la plupart des matériaux innovants, ils sont qualifiés de béton d'argile, de béton de terre, de béton de site, de béton bas de carbone, béton géopolymère, etc. En fait, pour nous ces formulations ne répondent pas à la définition de la terre coulée. Donc évidemment, on vient du monde de la terre crue et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour nous, c'est les avatars du béton de ciment. C'est-à-dire qu'ils sont certes souvent beaucoup plus écologiques que le béton de ciment, mais ils restent moins écologiques que la terre crue. Pour ça, je vais vous donner un petit exemple, c'est HP2A de Argilwest. Donc on a un article du Moniteur qui nous dit, avec son béton d'argile, Argilwest ouvre une brèche dans le monopole des cimentiers. On a la première cimenterie très bas carbone de France. On nous dit ça, faire du béton sans ciment, sans sable marin, sans cuisson et seulement avec de l'argile. La recette exacte de ce nouveau matériau de construction bas carbone, elle se serait bien gardée. En fait, si on va sur Free Patents Online, on a accès à la formule, en guillemets, grosso modo. Et en fait, on voit que c'est une composition à base de métakaolin. Mais qu'est-ce que c'est du métakaolin ? En fait, cette formule, elle nous montre que ce qui est divulgué, c'est un matériau de construction dont la composition inclut une matrice contenant majoritairement un composé aluminosilicate, tel que la métakaolinite, et une solution d'activation alcaline. La métakaolinite,
Donc il y a kaolin dedans, le kaolin c'est une argile, et méta-argile, qu'est-ce que c'est? Ou méta-kaolinite. En fait, c'est une argile qui est cuite entre 750 et 850 degrés. Donc on n'est déjà plus dans de la terre crue, parce que c'est cuit. Et ça forme une poudre réactive qui devient un ciment géopolymère, qui au contact d'une substance alcaline à température ambiante va faire sa réaction et donc figer en fait. Donc en fait, c'est la métakaolinite et une solution d'activation alcaline. Une solution d'activation alcaline, c'est une solution basique, hein, typiquement du NaOH ou du KOH. Donc en fait, quand on nous dit ça, on n'est pas sur... c'est pas l'argile qui fait la prise, contrairement à ce que nous on entend. C'est seulement avec l'argile, c'est pas tout à fait vrai. Donc tous ces matériaux, pour nous, répondent pas à cette définition de terre coulée. Parce que ce qui va faire le liant, c'est pas l'argile crue, ça va être des composés dérivés, typiquement ici de la métakaolinite et une solution alcaline. Ce sont donc des avatars du béton de ciment, qui sont plus écologiques que le béton de ciment et moins écologiques que la terre crue. Et du coup, qu'est-ce qu'on entend par terre coulée? Pour nous, la terre coulée, c'est donc pas tout ça, mais c'est une technique, donc on dit terre coulée pour la technique de la terre coulée, qui peut être soit stabilisée, comme on l'a vu pour Manom, donc c'est-à-dire qu'on va rajouter, on pourrait rajouter de la chaux, mais on ne le fait pas parce que ça demande une trop grande quantité de chaux. Stabilisée, on rajoute du ciment, soit non stabilisée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun ajout. Ensuite, pour désigner le matériau, on parle de béton d'argile, qui est à nouveau peut être non stabilisé, sans rien dedans, soit stabilisé, et là on pourrait utiliser le terme de béton de site, parce qu'au final on prend du granulat sur site, dans lequel on rajoute du ciment, donc ça devient une sorte de béton de site. Mais on a tendance à mettre ce terme de côté, parce que béton de site, pour ceux qui ont l'habitude de faire du béton, ça fait écho à des mauvais bétons qui sont aussi source de pathologie. Dans une volonté de dénomination qui permet une approche plus agréable, disons, du matériau, on essaiera d'éviter ce terme-là. Et nous, ce qu'on vise, c'est du béton d'argile non stabilisé. Après, ce qui est assez spécifique, c'est que quand on dit béton d'argile, ça peut aussi désigner d'autres techniques de terre crue. Je vais vous montrer pourquoi. La terre coulée, c'est un matériau dont le liant majoritaire est l'argile crue. Pourquoi est-ce qu'on pourrait parler de béton d'argile pour différentes techniques? En fait, à gauche, vous avez un béton de ciment, et à droite, vous avez un bout de mur en pisé qui a été coupé. On voit que dans le béton de ciment, il y a des graviers, des sables, et le liant qui est le ciment. C'est des granulats dans une matrice qui fait le liant. En fait, pour la terre, c'est pareil. On a des granulats qui vont des cailloux jusqu'au limon, qui sont dans une matrice qui fait le rôle de liant, qui est l'argile. Donc pour les deux, en fait, on parle de béton de ciment ou de béton d'argile. On entend parfois le terme de, par exemple, béton de chambre. Si on s'attarde vraiment sur la terminologie, c'est pas juste, parce que c'est pas le chanvre qui a le rôle de liant. Il faudrait plutôt parler de béton d'argile dont les granulats sont remplacés par du chanvre. Mais bon, là on commence à jouer sur les mots. Une des problématiques majeures de la terre coulée, non stabilisée, c'est de gérer le retrait. Parce qu'en fait, quand on stabilise, on a le ciment qui va désactiver les argiles, le ciment fera sa prise, on a moins ces problématiques de retrait. Parce que là, on a une terre très fine, avec beaucoup d'argile. Quand on est sur une petite dimension, on a un retrait homogène qu'on arrive à gérer. Mais dès qu'on passe sur des plus grandes dimensions, qu'est-ce qui se fait? On a les forces de frottement en contact entre la plaque et le matériau qui sont trop élevées, les forces de traction qui augmentent, et on a une fissuration du matériau. On se doute bien que si on fait ça à l'échelle d'un mur, ça ne marche pas, on se retrouve avec quelque chose d'inutilisable. Typiquement, qu'est-ce qu'on fait pour limiter le retrait? On augmente ce qu'on appelle la charge. C'est pareil dans un mortier. Si on a un mortier qui est trop argileux et qui aura tendance à fissurer, on rajoute soit de la fibre, soit du sable, parce que les granulats en fait ne vont pas faire de retrait. Il y a ensuite une gestion entre la taille des granulats, parce que pour ceux qui ont quelques notions de rhéologie, vous savez qu'on a une courbe de granulométrique étalée, on a une mise en œuvre qui s'en retrouve facilitée. Si on a un empilement qui est montré ici apollonien, donc on a une bonne proportion entre des gros éléments et des petits éléments afin de combler le vide, en fait on se retrouve avec un mélange qui sera un peu difficile à mélanger. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va augmenter légèrement la quantité de petits granulats pour avoir une mise en œuvre qui s'en trouve facilitée. Et tout ça donc dans une matrice de liant argileux qui fera le rôle de cohésion.
Donc évidemment, on peut partir de plein de terres différentes, qui auront plein de couleurs différentes, mais aussi de composition. Vous voyez, là, on a fait des essais granulométriques, on a séparé les grains par taille, et on se rend compte qu'il y a plein de tailles différentes en fonction des terres. C'est-à-dire en bas, on voit une terre de Le Barp, qui est une terre de briquetier. En comparaison de la terre à P0, on voit qu'il n'y a pas la même quantité, que ce soit d'argile, de limon ou de cailloux. De ça, on peut formuler par exemple des petites dallettes en terre coulée, la stabiliser. Parce qu'en fait, avec la terre coulée, on arrive à faire des dalles, qu'on arrive à faire non stabilisées. Par contre, pour les murs, actuellement, on rajoute entre 3 et 5% de ciment. Donc pour rappel, on sera sur la terre coulée stabilisée. En fait, on perd sa recyclabilité, c'est-à-dire que la terre, derrière, on ne peut pas la réutiliser telle qu'elle. Rajouter de l'eau dedans, ça ne suffira pas pour refaire un mur. On sera obligé de rajouter du ciment à nouveau, et pareil, lors de l'enfouissement, il faudra faire des analyses pour voir qu'on ne va pas contaminer les sols. Ensuite, le problème, c'est qu'en ajoutant du ciment, on ne sait pas encore mesurer précisément, c'est en cours, mais on sait qu'on a les pores qui sont plus fermés, et qu'on a donc une gestion hygrométrique qui sera moins bonne que la terre crue. Seulement, en attendant, ça nous permet de décoffrer. Parce que comme je vous l'expliquerai plus tard, c'est une des autres grosses contraintes de la terre crue. On a par exemple cette maison individuelle, donc botte de paille porteuse à Lausanne, qui a été réalisée par l'association CARP, en partenariat avec Caracol, où ils ont mis un hérisson. Ensuite, on a une matrice de coco, de poils de coco, sur laquelle on est venu couler une dalle en terre coulée non stabilisée, donc il n'y a pas de liant, c'est juste de l'argile et du granulat, qui ont été ensuite tirés à la règle avant d'être talochés et lissés. Donc le rendu final, c'est ça. On a aussi un rapport au matériau qui sera complètement différent. Entre marcher sur une dalle en béton et marcher sur une dalle en terre coulée, on a une sensibilité qui n'est pas du tout la même. Pour les murs, comme on l'a vu, on rajoute entre 3 et 5% de ciment. En fait, les premières recherches à ce niveau-là, elles ont été menées en 2007 par le Cratère. Donc le Cratère qui est basé à Grenoble, qui a été fondé il y a 40 ans. Ils se sont dit, bon, on connaît plein de techniques de construction en terre crue, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de la couler? Donc ça a été mis en œuvre assez expérimentalement de la même manière. On voit, bon, par rapport à un mélange qui est juste compacté ou juste pressé, on arrive à obtenir une densité qui est beaucoup plus forte. Ils ont réalisé les premiers essais, par exemple là pour le siège social du groupe Brémont, avec de la terre coulée qui était assez fortement stabilisée. Donc on a parlé du squelette granulaire et du liant argileux. Mais outre ces deux éléments, en fonction de la quantité d'eau, on aura un retrait qui sera plus ou moins fort. Et outre le retrait, l'eau excédentaire qui permettra de mettre en œuvre, au moment de son évaporation, elle va créer des vides dans la matière. La matière étant moins dense, elle sera aussi moins résistante. Donc l'objectif, c'est de pouvoir densifier au maximum la matière, donc mettre moins d'eau aussi. Le premier axe de recherche à ce niveau-là, c'est en fait d'ajouter des dispersants. Donc c'est les produits chimiques. Là, typiquement, un des dispersants qui marche le mieux, c'est l'hexamétaphosphate de sodium. Donc on voit que là, on rajoute un peu de poudre sur une terre qui est plastique. Donc là, c'est une texture de pâte à modeler qui colle un peu au doigt, si vous voulez, légèrement. On mélange. Et en fait, au fur et à mesure, avec la même quantité d'eau, ça devient coulable. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant à voir. On a un mélange, là on rajoute un dispersant à béton classique, c'est du Tillman. Et après ça coule, alors qu'à la base on était obligé de le remuer. C'est simplement tiré à la règle. Pour information, terre coulée à Amaco, on a réussi à faire des dallettes autoplaçantes comme ça, en ajoutant du dispersant dedans, et sans stabilisant à prise hydraulique. Donc après, il y a un impact sur l'environnement à évaluer. Dans le cadre d'un projet de recherche, on a fait des analyses en laboratoire, notamment à se demander si ça a dégagé des choses toxiques ou pas. Il s'est avéré que non, mais je pense qu'il faudrait plus de mesures et plus de résultats avant de pouvoir l'affirmer. Parce qu'après, il faut voir que même si c'est des produits chimiques, on est seulement entre 0,3 et 1% massique du matériau final, sur masse sèche. C'est-à-dire qu'après, on rajoute encore de l'eau. Et étonnamment, il double la cohésion et la résistance mécanique du matériau terre. Donc ça, on pense, même si on ne l'a pas prouvé, on pense pouvoir l'expliquer parce que
En fait, on a un arrangement des argiles qui se fait mieux, et comme on a moins d'eau, on a une cohésion qui est plus efficace, via notamment la densité des matériaux, comme j'ai expliqué avant. Cependant, on est à peu près sûr qu'ils réduisent les qualités de régulation hygrothermique, et les essais qui vont être lancés prochainement sur des comparatifs entre terre coulée non stabilisée et terre coulée stabilisée devraient nous permettre d'avoir des mesures là-dessus. Amaco s'est quand même dit, bon, on arrive à liquéfier de la terre, c'est génial, par contre c'est des produits chimiques, est-ce qu'on n'arriverait pas à le faire avec des produits naturels? En fait, il se trouve que les tanins sont des dispersants naturels. Donc évidemment, il y en a qui marchent mieux que d'autres, donc il y a plein de tests qui ont été faits, et il s'est avéré que ça marchait. Donc pourquoi ça marche? En fait, une plaquette d'argile, typiquement dans un pH acide, elle sera chargée positivement sur les bords, c'est dû à sa structure moléculaire intrinsèque, et négativement sur les côtés. Du coup, quand elles sont chargées comme ça, elles se positionnent entre elles en château de cartes, créant plein d'interstices dans lesquels vient être emprisonnée de l'eau. Quand on passe sur un pH alcalin, elle devient négative partout, et du coup elle se repousse les unes les autres, libérant l'eau qui est coincée dans les interstices. Ensuite, les molécules de dispersants ont deux effets. On a premièrement un encombrement stérique, donc ça veut dire qu'elles viennent prendre la place physiquement entre les argiles, permettant de continuer à les éloigner, ou une répulsion électrostatique, où c'est électriquement qu'ils viennent repousser les argiles. Et donc, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Amaco a réussi à couler une éprouvette avec du tanin. Après, évidemment, les tanins, on voit que ça ressort le long des faces, ce qui crée cette structure. Outre le dispersant, parce que même si on arrive à liquéfier et à mettre moins d'eau, l'autre problématique qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait sécher la terre. Certes, on l'a rendue plus liquide, mais une fois qu'on l'a mise dans le coffrage, on n'arrive pas plus à la figer. C'est-à-dire que si on met dans le coffrage, ça ne séchera pas. 2 jours plus tard, on ouvre le coffrage, ça tombe. Du coup, il y a des recherches qui ont été menées par l'INSA Lyon, notamment avec la thèse de doctorat de Alban Pinel, sur la gélification en fait, des terres. Donc à nouveau, c'est de l'ajout de produits. Et il a fait des tests sans alginate et avec de l'alginate. Et on voit qu'au décoffrage, on n'a pas du tout le même comportement. Sans additif, il s'effondre sous poids propre, alors qu'à droite, il a réussi à mettre jusqu'à 15 kg sur la terre après décoffrage. En parallèle, le TH de Zurich mène aussi des recherches là-dessus, sur des dispersants coagulants qui leur permettent en fait de disperser en premier lieu la terre, et des coagulants qui prendront effet après coulage, et du coup d'avoir des éprouvettes solides. Pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, on a fait des formulations similaires à Amaco. Donc là, c'est avec une terre blanche de Paris, hein, assez classique, qui présente peu de cohésion. L'avantage, c'est qu'il y a peu d'argile, qui présente peu de cohésion, mais qui du coup, on peut couler facilement. Vous voyez, c'est assez fluide comme mélange. Sauf que si on fait ça, sans aucun produit dedans, le lendemain, quand on décoffre, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui coule. Donc là, on voit qu'il n'y a que la couche supérieure en contact avec l'air qui a eu le temps de durcir, et tout le reste enfermé dans le coffrage n'a pas pu sécher, et donc forcément, on décoffre, il y a tout qui dégueule. C'est beau. Ouais, on n'est pas loin. Même mélange, sauf que ce coup-ci, on a mis des additifs dedans, donc dispersants et coagulants. On voit qu'on a une mise en œuvre qui est aisée, parce que là, on est quand même sur quelque chose de bien liquide. Hein, avec, on voit les granulats qui sont présents dedans. Et après, quand on décoffre, magique. Tout d'un coup, ça se tient. Alors après, on n'est pas sur quelque chose de très rigide encore. Hein. C'est pas la terre qui a séché. Les argiles n'ont pas encore joué leur rôle de liant. En fait, quand on voit, il va mettre le doigt dessus. On est sur quelque chose de relativement mou quand même. On a les traces de doigts qui apparaissent. Mais au moins le mur se tient sous poids propre, et il pourra ensuite faire sa prise. Donc il y a les terres de Paris qui ont réussi à être coulées. On a pu faire des éprouvettes sans liant hydraulique. Après,
À Amaco, on est nouveau une fois plus partisan de se dire bon, nous on préfère faire de la terre crue quand même. C'est hyper chouette déjà qu'on arrive à faire ça. Mais on met plein d'additifs dedans, même si en quantité c'est pas énorme, on met quand même des produits chimiques dans la terre. Est-ce qu'on n'arriverait pas à revenir à la terre coulée sans additifs? Et pour ça, la réflexion en fait se base simplement sur les premiers essais qui ont été faits par Caracol en 2010, donc il y a 10 ans de ça déjà, où ils ont fait, ici par exemple, on a un coffrage perdu en Canis, et qui a été rempli de terre coulée. La terre a été coulée dedans, et on retire les coffrages et on garde le coffrage perdu. Du coup, lors de la première formation construite en terre coulée en 2017, on s'est dit, la solution c'est peut-être ça en fait, c'est qu'il faut passer par une armature ou par du coffrage perdu. Donc il y a une formulation à trouver, évidemment, une certaine quantité de granulats, de terre pour éviter qu'il y ait trop de retrait, etc. Et là, on s'est rendu compte qu'on arrivait à faire des premiers prototypes qui se tiennent, sans liant. Dans le cadre d'un projet avec Châtenay-Malabry, un mur démonstrateur en terre coulée non stabilisé, on s'est dit, bon, on va revenir aux bases, on essaie de faire pareil que le béton, est-ce qu'on ne mettrait pas simplement une cage d'armature dedans, histoire que ça aille vite et que ce soit hyper facile à faire. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, on monte la cage, on la met dans les coffrages, on va vibrer comme un béton classique, le lendemain on décoffre et on a un rendu fini avec une terre qui ne comporte pas de liant hydraulique. Mais bon, le problème c'est qu'on met une cage en métal dedans, ça nous emmerdait un peu quand même. Donc on s'est dit bon, on va revenir quand même au biosourcé, est-ce qu'on n'arrive pas à le faire avec des tasseaux par exemple? Du coup on a fait un mur avec des tasseaux. C'est en fait une cage d'armature qu'on vient mettre dans le coffrage, avec un enrobage de l'ordre de 2 à 3 cm par rapport au nid du mur. On coule et on arrive à décoffrer le lendemain pour un rendu lisse et relativement homogène. Récemment, on a eu une mission de consultation pour la médiathèque et maison d'accueil pour réfugiés Jean Carré. Donc l'architecte c'est Philippe Madec. Et Nicolas Miesner a été sous-traité pour la partie terre crue. Et ils nous ont sollicité avec le BETR en BETR qui était maîtrise d'œuvre, conseil, ingénierie sur la terre. Et nous, Amaco, pour la formulation. En fait, l'idée c'était de faire de la terre coulée sans ciment, sans additifs, préfabriqué pour des murs de remplissage et utiliser son côté inertique. Donc là, on commence à rentrer dans du vrai projet et c'est quand même un gros défi. Ce qui s'est passé, c'est que déjà préfabriquer à l'horizontale, c'est très malin. Parce que non seulement on s'évite des contraintes d'eau et de choses visqueuses sur le chantier, parce qu'on était sur ossature de bois, on préfabrique en amont, on laisse sécher. Et ensuite, préfabriquer à l'horizontale, ça diminue les temps de séchage, parce qu'on se doute bien qu'il y a une phase de séchage qui est beaucoup plus grande. Seulement, la préfabrication posait une contrainte, c'est qu'on sait que la terre crue, c'est mauvais en cisaillement et en traction. Donc au moment du levage et du déplacement, on risquait d'avoir de la ruine de nombreux éléments. Ce qu'on a fait pour essayer de limiter un peu ça, c'est un ajout de fibres. Donc là, à nouveau, on a fait quelques tests rhéologiques, assez simples, on était sur de l'affaissement au cône d'Abraham, c'est ce genre de choses, pour caractériser l'impact des fibres sur notre mélange. Parce que les fibres, quand on en rajoute au mélange, on va reprendre quelques efforts de traction et de cisaillement pour le levage. Sauf qu'on réduit la fluidité du mélange lors de la mise en œuvre à cause de phénomènes d'enchevêtrement. Donc dans ces mélanges, on a rajouté un peu de fibre. On a ensuite créé des coffrages horizontaux dans lesquels on a versé le mélange. On est sur quelque chose d'assez visqueux. À l'affaissement, on n'était pas incroyable, mais disons que ça suffisait à être mélangé puis vibré. On l'a mis à la pelle à l'intérieur. Et après on le vibre. Bon, c'était pas facile à vibrer, mais on voit que ça s'écoule quand même, on arrivait un peu à le densifier. C'était quand même un peu raide comme mélange, mais c'était dans une optique de réduire la quantité de retrait. Ensuite, on avait la face cachée qui était simplement talochée, et c'était mis à sécher à la verticale avant décoffrage pour un rendu fini. Donc là c'était 3 formulations différentes et il y avait aussi 3 armatures différentes. C'est-à-dire qu'au final on est parti sur une structure en tasseau avec ganivelle agrafée qui vient en fait à l'intérieur du mur. Et dedans on coule à l'horizontale. Ce qui était intéressant aussi avec ce projet,
c'est qu'on a voulu réutiliser des graves béton concassés. Parce qu'on s'est dit, bon, bah, tant qu'à faire, au lieu de rajouter du granulat roulé lavé, on va en plus mettre du béton concassé dedans. Sauf qu'on s'est retrouvé avec des éprouvettes qui avaient 0,2 mégapascal de résistance. Autant vous dire qu'on fait rien avec ça. Et on s'est dit, bon, c'est quand même bizarre, parce qu'on sait qu'il y a une interaction ciment-argile, on ne savait pas dans quelle mesure. Donc on a refait exactement la même formulation avec un mélange de granulat à béton classique, c'était du 0,020 je crois, roulé lavé, et là on est monté à 1,2. Pourquoi? C'est qu'en fait, quand on se rend compte que quand on fait de la terre crue et qu'on va réutiliser des graves cimentaires, le problème c'est qu'il y a quelques résidus cimentaires dans le béton concassé qui rentrent en confrontation avec les argiles et qui vont descendre la résistance. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les argiles qui fassent la résistance du mur, quand on commence à rajouter du béton, du ciment, il y a la résistance qui baisse, et après c'est le ciment qui prend le relais. Pour conclure un peu sur la présentation d'aujourd'hui, du coup, il y a 10 ans, on avait des articles comme ça de Sciences et Vie qui disaient la terre crue, matériau du futur, à redécouverte d'un matériau de la construction durable, la terre. En 2009, le matériau le plus vieux du monde fait son retour avec le développement durable. En 2010, des techniques qui structurellement s'apparentent au béton. Et là, en 2020, on est dans le futur énoncé en 2010. Et on a des articles qui disent biosourcé et géosourcé vers une utilisation plus soutenue en immeuble. C'est ce qu'on voit actuellement. Il y a une demande qui se fait de plus en plus pressante. Et aujourd'hui, la terre crue. Alors c'est sûr qu'on arrive à faire des choses géniales. Hein. Ne serait-ce que pour le développement de la terre coulée, il y a eu une avancée, on ne se rend pas compte, mais qui est assez incroyable. Mais c'est pas encore assez, il y a toute une filière à structurer. Mais d'un autre côté, tout ce qui se passe en ce moment, c'est incroyable. Je veux dire, nous, ça fait maintenant 2 ans que tous les mois, on a 1 ou 2 conférences à faire, que les gens s'intéressent de plus en plus, on reçoit de plus en plus d'appels, de mails, des architectes, des étudiants, des ingénieurs qui nous demandent, on a envie de construire avec la terre coulée, comment on fait? Il y a un vrai engouement autour de tout ça. Et ça a été vu, par exemple, avec ce concours Réinventer la Seine de Joly-Loret, où on a 65 000 m² de surface. Et sur des immeubles bas, c'est un contexte urbain, ce qui est peu commun pour la terre en quelque sorte. Et alors qu'on a une utilisation de la terre qui se veut assez conséquente quand même. Je veux dire, on a plusieurs endroits, on a de l'enduit de terre non stabilisé, on a de l'enduit à la chaux, on a de la brique de terre crue, BTC ou extrudé, on a du pisé, on a du bois brûlé, on est sur du biosourcé, du géosourcé, qui est notamment possible grâce à une bonne conception aussi du bâti. C'est-à-dire que le matériau va pas répondre tout seul aux contraintes actuelles du logement et de la construction. Il y a aussi une approche architecturale à remettre en question et ça nous remet aussi dans une position de bâtisseur à dire on revient au matériau. Le matériau nous impose des contraintes, il faut savoir jouer avec. Là on voit des balcons filants, on voit des terrasses qui protègent les murs. Et en tout cas, même si ça reste pour l'instant que des images, on n'a pas l'impression que ça se fasse au détriment d'une qualité architecturale et spatiale sans aucune mesure. Des projets comme ça à Paris, on en a de plus en plus, on en a aussi à Bordeaux, comme par exemple avec, ça apparaît toujours, hein, mais avec cet immeuble de logement, où on a du pisé qui est protégé par les coursives. Donc la conclusion, c'est que ce soit en sciences, en art, en technique ou en architecture, il y a encore tout qui reste à faire. Et ça, c'est le boulot de chacun, c'est le boulot de vous aussi qui êtes aussi, c'est qu'il faut qu'on aille en avant, que ce soit de la part de la maîtrise d'ouvrage, des agences d'architecture, des entreprises. Tout le monde peut mettre la main à la pâte, et je pense que c'est vraiment le moment où on peut commencer à développer ce matériau. Voilà, merci pour votre attention.